Bonjour à tous, toute l'équipe d'Afrique est encore au rendez-vous ce mardi pour vous servir la toute dernière actualité sportive sur le continent du foot, du basket, du tennis et de l'athlétisme. Voilà le menu de ce nouveau numéro. Mise en onde, Olivier Koudjo, hockey, réalisation et l'homme à devant derrière la caméra, Espoir Simfele. Moi c'est Romo Yetor avec l'ensemble de l'équipe d'Afrique. Merci de rester avec nous jusqu'à 12h GMT. C'est parti. Des équipes. L'esprit du sport, c'est chaque mardi entre 11h et 12h sur la seule radio qui mouille le maillot. Nous sommes à Lomé 91.9 et www.sportfmtg.com. On fait le tour du continent et nous commençons avec la Côte d'Ivoire avec Chris Noubouzan. Bonjour Chris. Bonjour Roméo, bonjour à Lomé, bonjour à toute la population qui nous écoute en ce moment. Toutes nos amitiés aux amis d'Abidjan. Ah bien sûr, amitié partagée avec toute la population togolaise. D'accord, on va évoquer la 17e journée de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire le week-end dernier. Ça roule pour Racing Club d'Abidjan, par contre ça coince pour la SEC. Eh bien oui, deuxième victoire consécutive du Racing Club d'Abidjan face au Stella Club d'Abidjan, Stella Club d'Adjamé, sur le score de 3-0 après avoir battu 1-0 l'AFAD d'Abidjan lors de la 16e journée. Deux grosses performances qui ont permis au RCA de gagner une place au classement, passant de la 16e à la 15e position. Alors, la SEC Mimosa de son côté, cale à nouveau, vous l'avez dit, devant l'AFAD 2-1 après un nul 1-1 face au CO Korogo lors de la 16e journée. Les jaunes et noirs sont troisième avec 27 points, soit à 9 longueurs du nouveau leader, le Stade d'Abidjan, qui conforte sa première place au classement après sa victoire 3-0 face au promu Iska. Sur l'FC d'Abobo a battu le Lys Sandra 1-0. Mouna FC est tombé devant les militaires de la SOA 1-0 également. Nouvelle défaite du champion en titre, le FC San Pedro 3-1 face au CO Korogo. Ça va pas pour le FC San Pedro depuis la reprise de cette deuxième partie de saison. L'AS Denguele et Boaké ont partagé la poire en deux suite au nul 0-0. Partage des points également entre Zoma FC et le FC Oza, un partout. Sur le podium, on retrouve le Stade d'Abidjan, l'AFAD Plateau et la SEC Mimosa. Dans la zone rouge, il y a le Racing Club d'Abidjan, 15e, avec 16 points moins 11, et met la pression sur le premier non relégable, l'AS Denguele, qui totalise également 16 points, moins 5 comme différence de but, et à la 16e place, on retrouve Oza, le promu Oza d'Abobo. La 18e journée démarre ce samedi avec 5 affiches, au stade Laurent Pocou de San Pedro à 15h30, Lys Sandra FC San Pedro, au stade de la Paix de Boaké à 15h30 également, Boaké FC Soa, complexe sportif de Benjerville, toujours à 15h, FC Oza, à Sec Mimosa, au stade Robert Champoux de Marcory à 15h30, l'AFAD sera face à la formation de Mouna FC. Et puis à 18h, le stade d'Abidjan sera face au Racing Club d'Abidjan. Dimanche 16 février 2025 à 15h30 au stade régional de Korogo, derby du Nord entre le CO Korogo et l'AS Denguele. Et puis au stade Robert Champoux dans le même temps, il y aura Stella Club Zoma FC. Et puis à 18h, Iska Sol FC. Voici donc le programme de la 18e journée. Voilà, nous rappelons aux auditeurs que c'est la phase retour de cette compétition Ligue 1 en Côte d'Ivoire, et cette phase retour qui aborde sa troisième journée à partir de ce week-end. Nous restons toujours avec vous, Chris Noubouzan. L'élection à la CONAFESI, c'est ça, j'ai bien prononcé, est annulée. Et la conférence nationale des fédérations sportives suspendue de toute activité par le ministère de tutelle. Mais qu'est-ce qui arrive à cette conférence, Chris Noubouzan? Eh bien, mon cher Romero, les problèmes, les crises se multiplient, et même à la conférence nationale des fédérations, là également, il y a des problèmes. Eh bien, le renouvellement des instances de la conférence nationale des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, qui est suspendu par le ministère des Sports, le ministère délégué en charge des sports et du cadre de vie, à la veille du scrutin prévu samedi 8 février dernier. Alors, ce scrutin
devait opposer Mamadou Soumaoro, le président sortant, à Honoré Zolobé, président de la Fédération ivoirienne de badminton. Mais dans un communiqué datant du 7 février 2025, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Mench, souligne des risques de troubles à l'ordre public liés au maintien de l'élection que devait abriter le siège de la direction générale des sports à Cocody Bonhoumé. Pourquoi cette suspension, mon cher Roméo? Eh bien, une pétition a été signée par 19 fédérations pour contester la régularité du processus. Toute chose qui, selon le ministère des Sports, constitue une menace de contestation des résultats avant même que l'élection ne se tienne. Alors, toutes les activités de la CONAFESI sont donc suspendues jusqu'à l'élection de son nouveau président. Adjé Silas Mench invite par ailleurs toutes les parties à un dialogue afin d'organiser des élections consensuelles. Ah ben, on se souvient de la fédération ivoirienne de taekwondo. Je pense que de rugby. Il faut qu'on ramène la sérénité au niveau de la famille sportive parce que après tout, quand on est sportif, on est fair play. On est fair play, mais malheureusement, au niveau des fédérations, presque toutes les fédérations connaissent des crises ces dernières années en Côte d'Ivoire. Et donc, il va falloir mettre de l'ordre dans ces fédérations parce que, comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Ah oui, merci beaucoup, Chris. On te souhaite une excellente journée. On se retrouve mardi prochain pour d'autres infos en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, on est ensemble. On est ensemble, chers auditeurs. Nous sommes bien ensemble sur la radio qui mouille le maillot dans Équipe d'Afrique. Ce programme, c'est chaque mardi entre 11h et 12h sur les 91.9 et www.sportfmtg.com. Après la Côte d'Ivoire, on va faire une petite escale au Sénégal pour parler de la Ligue 1, la 14e journée disputée le week-end. Chose curieuse, le championnat est émaillé par des scènes de violence. Aïssatou Diène, notre consoeur à Dakar, au Sénégal, va nous expliquer davantage ce qui se passe. Bonjour Aïssatou. Bonjour Amio, bonjour à tous les auditeurs de Espoir FM. J'espère que vous supportez bien la fraîcheur actuellement à Dakar. Ouais, c'est vraiment fort à Dakar. D'accord. Alors, je l'évoquais il y a quelques secondes, ces scènes de violence qu'on constate dans le championnat local au Sénégal. J'en prends pour preuve le match US Wakam Tungut, Sonacos Giraffe ou encore HLM S Pikin. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Pourquoi on constate ces débordements? Exactement, Roméo. Dernièrement, je dirais même que c'est depuis la saison dernière, il y a toujours des scènes de violence dans le championnat sénégalais. Comme tu l'as bien dit récemment, la dernière, c'est le week-end dernier entre les Ouakam qui recevaient Teungueth FC, tenant du titre. Le match s'est terminé en queue de poisson avec des scènes de violence entre les supporters des deux équipes. Ces scènes de violence sont souvent provoquées par soit des erreurs d'arbitrage ou bien le mécontentement des supporters vis-à-vis des choix du coach ou bien même entre les joueurs des deux équipes. Mais qu'est-ce qu'on fait actuellement pour apaiser un peu les tensions? Pour apaiser les tensions, la Ligue sénégalaise de football professionnel, depuis l'année dernière, a mis en place des mesures de sanctions contre toute équipe qui engendre ou bien qui cause les scènes de violence, à l'exemple du Giraffe de Dakar qui s'est vu cette saison sanctionné 3 fois, je dis bien 3 fois, avec des matchs en terrain neutre, c'est-à-dire lors du match contre l'AS Pikine, le Giraffe de Dakar et l'AS Pikine, il y avait des scènes de violence. Les deux équipes se sont retrouvées sanctionnées d'une amende de 500 000 chacune et de 2 matchs à huis clos. Est-ce qu'au niveau... Oui, allez-y. Tout comme contre Teungueth FC aussi, il y avait des violences et les deux équipes aussi, c'était encore le Giraffe de Dakar et Teungueth FC. Les deux équipes étaient encore sanctionnées d'une amende de 500 000 et de 2 matchs à huis clos. Voilà, on accuse aussi les arbitres, les officiels de match. Est-ce qu'à leur niveau, est-ce qu'il y a un recyclage qui se fait régulièrement pour permettre à ces arbitres d'être à la hauteur de limiter les erreurs?
Bon, ici au Sénégal, chaque année, je dis bien, pas même chaque année, mais à mi-saison, les arbitres sont le plus souvent, très souvent, recyclés Ouais. par le président du comité des arbitres, M. Malandjidjou. Il organise chaque trimestre ou bien chaque 6 mois des séances de coaching pour permettre aux arbitres de bien œuvrer leur travail. Mais comme on le sait, les foot locaux, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des mécontents. D'accord, Il y a toujours des mécontents. on va s'intéresser aux résultats sur le terrain pour ce qui concerne la 14e journée. Pour ce qui concerne la 14e journée, Walidan s'est imposé devant Dakar Sacré-Cœur. Djamono de Fatick et Génération Foot se sont neutralisés 1 but partout. Oslo et Linguère s'est imposé devant Oslo 1 but partout aussi, 1 but à 0, excusez-moi. Guédiawaye FC et Casa Sport a renversé l'équipe de la banlieue 3 buts à 2, alors que c'est l'équipe de la banlieue qui avait mené de 2 buts à 0. Dimanche dernier, Agel de Rufisque a fait tomber le leader actuel, l'IS Gorée. Teungueth FC aussi s'est vu a chuté devant l'ISO, l'IS Ouakam, le match auquel il y avait des scènes de violence. Ouais. Sonacos a battu Jaraaf. Toutes les grandes équipes ont été battues cette 14e journée, que ce soit Jaraaf, Teungueth FC, l'IS Gorée et Dakar. Maintenant, l'IS Gorée, malgré cette défaite, reste toujours à la tête du championnat avec 28 points, suivi du Jaraaf de Dakar 25 points et Walidan 24 points. Concernant la lanterne rouge, il est occupé par Djamono de Fatick, qui n'a jusqu'ici qu'une seule victoire depuis le début du championnat, et HLM de Dakar et Ice Pikin. Merci beaucoup Aïssatou Diène pour les infos. Excellente journée. Rendez-vous mardi prochain. Excellente journée à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Aïssatou Diène du Sénégal, on se rend au Cameroun pour parler de la 11e journée de l'Elite One sur le continent au Cameroun, si vous voulez. Cette affaire de subvention que l'État a octroyée au club pose de problèmes entre la fédération et certains clubs. Notre confrère Guy et Tom va nous expliquer tout cela dans un court restant sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour Guy. Bonjour Roméo, bonjour à tous en studio. Alors, on va attaquer le sujet principal. Il s'agit bien sûr de la 11e journée de l'Elite One au Cameroun. Le leader Colombe Sportive a plané sur le relégable AS Fortuna. Oui, bien évidemment, Roméo, la 11e journée du championnat MTN Cameroun Elite One s'est tenue ce week-end et Colombe a tenu son rang de leader en battant son adversaire par 2 buts à 1, si je ne m'abuse. Effectivement, 2 buts à 1 AS Fortuna de Fou. Et puis, on a Stade Renard qui a battu l'Union Sportive de Douala, les Astres qui ont battu l'Aigle Royal du Mungo et Bamboutos qui a battu Victoria United, l'équipe championne en titre, et l'équipe de Nathan Douala que vous connaissez certainement. Alors, à côté, il y a Gazelle, Phare de Garoua, qui est dauphin au classement, qui a fait match nul contre Coton Sport de Garoua, 3 buts partout. C'était le duel des équipes du Septentrion et le duel a tenu toutes ses promesses avec un spectaculaire 3-3. Alors, au classement, Colombe du Diable maintient son rang de leader avec 3 points d'avance sur Gazelle. Coton vient en 3e position. Canon est 4e. Alors, chez les relégables, nous avons Union de Douala, Aigle Royal du Mungo, AS Fortuna et Young Sport Academy. Alors, il faut noter que cette 11e journée a été émaillée par une rencontre qui, malheureusement, n'a pas pu se terminer entre PWG de Bamenda et Faux Vazur. La raison est simple, c'est que le match a été programmé dans une zone qui est en proie à de l'insécurité depuis pratiquement 8 à 10 ans aujourd'hui. Je parle bien de la zone du nord-ouest au Cameroun, qui est en proie à des sécessionnistes qui revendiquent, je crois que vous connaissez bien l'histoire, une partie du pays, la partie anglophone qui revendique la sécession, qui veut son autonomie. Alors, la zone n'est pas très sécurisée depuis pas mal d'années, mais on ne sait par quelle alchimie le Conseil transitoire du football professionnel a décidé de programmer une rencontre de foot dans cette période, dans cette zone-là. Alors,
Faux-Vaseux menait au score. Et puis, ils ont été intimidés par des spectateurs, par tout le monde. Et puis, malgré l'égalisation de l'équipe locale, à la mi-temps, des coups de feu se sont fait entendre aux alentours du stade. Alors, ce qui naturellement a interrompu la rencontre. Et puis, les joueurs des deux équipes ont été exfiltrés du stade sous haute escorte policière. Donc, c'était un peu le bémol de cette 11e journée. Sinon, voilà, le football a primé sur les autres. Et on a eu du beau spectacle. Voilà, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à dire, tout se passe normalement, mais dans les bureaux, au niveau de la caisse, ça parle beaucoup avec cette histoire de subvention de l'État aux clubs. Certains clubs ne sont pas d'accord avec la façon dont la FECAFOOT veut dispatcher les subventions, mais expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut déjà comprendre que l'État camerounais subventionne le football depuis pas mal d'années. C'est des subventions qui s'étendent sur 2 ans. Oui. Et ce sont des montants colossaux. On avoisine le milliard de francs CFA. Pour cette année, il y a eu un premier versement au niveau de l'État, au niveau de la FECAFOOT, qui a versé 350 millions. Ça, c'était pour l'allocation des stades et le paiement des arbitres. Il y a eu un deuxième versement de l'ordre de 560 millions qui représentait maintenant l'appui aux clubs d'élite. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis pas mal d'années déjà, les clubs se plaignent que quand l'argent est reversé directement à la FECAFOOT, eux, ils ne perçoivent pas. À date aujourd'hui, il y a des clubs qui disent ne pas avoir perçu les primes, les subventions d'il y a 2. Donc, il y a eu une première concertation entre certains présidents de clubs et le ministère, où certains présidents sont allés demander au ministère de virer directement l'argent dans leur compte. Alors, naturellement, ce n'est pas prévu par les textes en vigueur, donc cette demande n'a pas pu aboutir. Et comme la loi le dispose, l'argent a été mis sous le compte de la FECAFOOT. Maintenant, au niveau de la répartition, le ministère et la FECAFOOT aussi ne s'entendent pas. Parce que la FECAFOOT, après avoir reçu l'argent, elle a demandé au président de club de fournir des justificatifs pour entrer en possession de l'argent. Sauf que les présidents de club disent qu'on justifie ce qu'on a déjà touché parce qu'on va toucher. Donc, ils ne peuvent pas justifier ça. De son côté, le ministère dit que bon, l'argent doit être immédiatement reparti sans autre forme de procès. Donc, il y a eu cet imbroglio-là et nous en sommes là. Alors, qu'est-ce que la FECAFOOT demande comme justificatif au club? C'est de fournir les preuves des paiements des joueurs, tout simplement. C'est-à-dire que cette subvention sert à payer les footballeurs. Maintenant, celle qu'on vous a remis il y a 2-3 mois, il y a un an pour la saison passée, venez nous justifier ce que vous avez fait de cet argent, c'est-à-dire vous nous produisez les relevés de compte bancaire de chaque joueur avec les montants perçus par chaque joueur. En ce moment-là, directement, l'autre subvention vous est redistribuée. Là, on est sûr que vous percevez l'argent et vous faites ce dont il est question avec cet argent, ce pourquoi cet argent est mis à disposition. Donc voilà, c'est le seul problème. Mais on connaît les présidents de club, avec tout le respect que j'ai pour certains, sont très véreux. Ils perçoivent ces argents très souvent et ne payent pas les footballeurs. Ce n'est pas un secret. Hein. Au Cameroun, on a encore des footballeurs qui gagnent 50 000 francs par mois. Je ne vous apprends rien, Roméo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 000 dans un pays comme le Cameroun? Actuellement, il y a le syndicat des footballeurs, je crois, coiffé par Jérémy Nditap, qui travaille d'arrache-pied pour trouver une solution à cette crise. Oui, mais le problème aussi, c'est que n'étant pas en odeur de sainteté avec Samuel Eto'o, la FECAFOOT a débouté ce syndicat-là. Il s'agit du syndicat national des footballeurs camerounais, le SENAFOC. Ce syndicat-là a été débouté et la FECAFOOT, lors de sa dernière assemblée générale en novembre 2024, le 16 novembre 2024, a choisi de travailler avec une autre association qui gère les droits des joueurs, l'ANCF. Et cette autre association est gérée aussi par un ancien lion indomptable, à la personne de Lucien Mutombo, lui qui est dans les bons petits papiers de Samuel Eto'o. Donc voilà, il y a cet imbroglio là. Aujourd'hui, les clubs ne savent plus à quel syndicat se confier parce que il y a le SENAFOC d'un côté qui vient dire que c'est nous
qui sommes chargés de gérer vos droits. La FECAFO n'a pas le droit de nous mettre de côté. Et de l'autre côté, il y a l'ANCF qui vient, qui dit, bon, voilà, c'est nous que la FECAFO t'a désigné, c'est plus le SINAFOC. Donc voilà, c'est un peu la situation. Mais les deux, tant bien que mal, essayent de régulariser la situation des présidents, des joueurs. Le SINAFOC, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que chaque fin de mois, il sort un baromètre des salaires. C'est-à-dire, il dit, tel club est à jour dans ses paiements, tel autre club n'est pas à jour dans ses paiements, tel autre club tient 6 mois d'arrêt de salaire. Voilà, et maintenant, c'est tout ce que le SINAFOC peut faire. Le SINAFOC n'a pas la consistance juridique pour sanctionner directement les clubs. Alors, quand ils font ça, ce qui a lieu de faire, c'est que la FECAFO doit se saisir de ce baromètre de compte des salaires-là et frapper directement les clubs. C'est-à-dire, bon, voilà, vous, je prends un exemple banal, Dynamo de Douala, sur le baromètre du SINAFOC, vous traînez 3-4 mois d'impayés. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que voilà, les instances juridictionnelles de la FECAFO vont se saisir de votre dossier et si vous ne régularisez pas la situation, on vous retire un point ou on vous recale en 2e division ou en 3e division, comme ça se passe partout ailleurs. Voilà, mais c'est ce que la FECAFO devrait faire, mais ils ne le font pas jusqu'ici. Merci beaucoup pour ces explications, ces éclairages dans l'affaire des subventions. Merci beaucoup Guy Atome. Rendez-vous mardi prochain. Merci, c'est moi qui vous remercie. À mardi. Voilà, on quitte l'Afrique centrale, on revient en Afrique de l'Ouest, on file au pays des hommes intègres, au Burkina Faso. Là, on va parler du foot féminin. La Ligue 1 est à sa 9e journée. Cette 9e journée a été marquée par un choc des titans. USFA contre Étincelle, un but partout à l'arrivée. Notre confrère Stéphane Ouattara va nous commenter un peu ce derby ou ce duel entre USFA et Étincelle. Bonjour Stéphane. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs, bonjour également à toutes les auditrices. Les dames sont à l'honneur aujourd'hui dans Équipe d'Afrique. On parle de la Ligue 1 ou soit du championnat de première division. Chez vous, la 9e journée disputée, surtout le match qui a attiré les attentions, c'est USFA Étincelle. Ouais, effectivement, ce week-end, le public sportif burkinabé a vibré au rythme du championnat national féminin. Et pour ce qui concerne cette Ligue 1 féminine, le choc qui était au vu, c'était le choc AS Douanes, et pas AS Douanes plutôt. Étincelle, USFA, ce sont les deux équipes leaders du championnat. Qui s'affrontaient pour le leadership cette saison. Et il faut dire que le mano à mano continue. Étincelle à 25 points. L'USFA, avant ce match, l'USFA avait 24 points, Étincelle avait 24 points. Et voilà, celui qui gagnait ou celle qui gagnait, si vous me permettez, allait prendre le large. Mais malheureusement, ce match a pris fin sur le score de 1 but partout. Il faut noter que c'est l'USFA qui a ouvert le score un peu plus tôt dans le match à la 4e minute, à la 2e minute, pardon, après le coup d'envoi. Et à la 30e minute, Djamil Dedera a égalisé pour l'équipe de Étincelle. Le score final de ce match était de 1 but partout. Il faut noter que c'est une première fois que un derby féminin rassemble assez de monnaie. Et même depuis le début de la saison, les matchs de Ligue 1 qui se sont joués n'ont pas eu assez d'engouement comme celui qui a eu lieu ce dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konobu. Avant de continuer, on va permettre aux entraîneurs des deux équipes de pouvoir se prononcer sur ce match nul. Nous commençons avec USFA qui n'a pas vraiment géré son temps faible, ce que souligne le coach Zachary Azeba. Le football, c'est comme ça, parce que Étincelle a eu un temps fort pendant le match. C'est comme ça le football. On a pu scorer à la 6e minute. Et ils sont revenus au score, je pense, à la 35 minutes. C'est le football, c'est comme ça, on prend ça. Et on va retravailler encore pour revenir un peu plus. Coach, qu'est-ce qui a expliqué ce relâchement après l'ouverture du score? Bon, c'est comme ce que j'ai dit. J'ai dit, dans le football, il y a des temps forts et des temps faibles. Voilà, à un certain moment, on n'a pas pu gérer nos temps faibles. Et Étincelle a profité pour égaliser. Un temps faible mal géré par les joueuses de l'USFA, disait le coach Zachary Azeba dans l'autre camp. C'est un score logique et le public a eu droit à un bon spectacle, mentionne Pascal Sawadogo, coach d'Étincelle. Il y avait de l'envie,
Mais nous aussi, on a eu des occasions. Mais ça manquait les dernières passes, soit on marche sur le ballon, soit on fait un contrôle de plus. Il y avait quand même du spectacle. Les gens ont aimé un peu. Vous vous rappelez les matchs de l'année passée. Ils ont fait 2 défaites, 2 nuls. Ça nous a permis d'être champions. Donc nous, ce soir, on est contents d'avoir quand même tenu promesse. On a été menés, on est revenu avant la pause. Après, on a varié un peu le bloc pour pousser. Mais bon, je pense qu'on va encore se donner rendez-vous pour le match de tout. Pascal Sawadogo, coach d'Étincelle, qui donne déjà rendez-vous à son homologue Zakaria Arseba de l'USPA pour le match retour de cette saison Ligue 1 féminine de football au Burkina Faso. Les autres résultats, Stéphane Ouattara? Les autres résultats de cette 9e journée du championnat national de football de première division féminine, il faut dire que ASEC de Koudougou a battu AS Gelgoji sur le score de 1-0. Pas de vainqueur entre Wenrabo et Hirondelle, 1 but partout entre les deux formations. Eziz a battu l'AS Tigresse à domicile, 2-1. L'USFA et Étincelle ont fait match nul, 1 but partout. L'AS Douane s'est imposé 2-0 face à Nas. Le RCB a défait Assouajas à Boubou-Dioulasso sur le score de 2-1. Et surprise, le Danta s'est abattu à Dédougou la formation ouagalaise de Azo sur le score de 2-0. Très rapidement, avec le classement, il faut dire que l'USFA est toujours leader avec 25 points plus 35. Étincelle est deuxième avec également 25 points et tout se joue au goal average. Étincelle à plus 31, USFA à plus 35. 4 buts séparent les deux équipes. Classé 3e, l'AS Douane avec 28 points plus 11. 4e, Eziz, 14 points moins 2. Et 5e, AS Gelgodi, 13 points moins 2. Danta AC, 6e, 12 points moins 1. Très rapidement, je reviens dans le bas de tableau. On a Assouajas, 13e avec 7 points moins 15. Et 14e, RCB, 4 points moins 14. Merci beaucoup Stéphane Basilia Ouattara pour ce qui concerne le football féminin au Burkina. On te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Roméo, excellente journée et agréable semaine à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Merci beaucoup, on fait toujours le tour d'Afrique pour parler du sport. Le Niger nous accueille dans un court instant. Martin Aradio, notre confrère, s'intéresse à la 14e journée du championnat du Niger, championnat nigérien de football de première division, avec la victoire de l'Espagne ce week-end. Et puis on va évoquer aussi l'élection à la Fédération nigérienne de basketball. Martin, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de par le monde. Alors le public sportif nigérien amoureux du ballon rond a eu droit à la 14e journée du championnat ce week-end. Oui, la 14e journée qui s'est déroulée partiellement puisqu'il n'y a eu que 3 matchs, 3 rencontres en avancée. Et il s'agit bien sûr de la rencontre ASFAN, l'association sportive des forces armées nigériennes, qui croisait Jongorzo, le club de la capitale économique de Maradi, à peu près 650 km de Niamey. Et score final 3-0 en faveur de l'ASFAN des militaires, qui automatiquement recolle au classement juste derrière le leader, le champion en titre, l'AS Garde nationale, qui va jouer demain son match face à l'Olympique Football Club. Ça sera un duel des clubs de la capitale, bien sûr. Mais ce qu'on va retenir, c'est que l'Urana FC a pris 3 points face à l'Espoir. Le club, les espérantistes, sont pratiquement en ce moment, qui ont le vent en poupe, j'allais dire. C'est un club qui est habitué à jouer au bas du tableau, à se sauver de la relégation. Mais cette année, c'est un club qui est pratiquement en train de lutter avec les Cadors. Malgré cette défaite, l'Espoir FC de Zender à 950 km de Niamey, reste quand même sur le podium avec 26 points. Devant, bien sûr, des Cadors comme la gendarmerie, la Nigélec, et l'AS Police et j'en passe. Donc c'est dire quand même que Espoir FC fait une très belle saison cette année. L'autre rencontre entre Wambe FC et Wambe AC, c'est toujours un club de Maradi qui recevait à domicile le Liberté Football Club, le club de la capitale, du centre de la capitale.
un but à 0, mon quartier originel. Ouais. Donc, c'est ce qui a été joué. C'est ce qui a été joué pour le compte de la 14e journée. Les autres rencontres vont se disputer demain, comme je l'ai dit. La Garde jouera contre l'Olympique. Jeudi, l'Union sportive de la gendarmerie sera face à la police, un duel entre les forces de défense et de sécurité. L'AS Douane sera face aux universitaires le même jeudi, et vendredi, on aura Renaissance JS Tawa, le duel du bas du tableau. Et bien sûr, en fin de cette 14e journée, on aura l'ASN Nigelec, les électriciens qui seront face au Sahel Sporting Club, le club phare de la capitale. Voilà, merci beaucoup Martin pour ces infos. Peut-être un sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard. Il s'agit justement des pépinières des clubs, parce que selon la CAF, toute équipe qui veut jouer les compétitions africaines doit avoir des réserves des pépinières. Je crois qu'au Niger, un effort se fait dans ce sens pour que les clubs puissent avoir des réserves, des clubs de catégorie, je veux dire. Effectivement, ça fait déjà 2 ans que cette politique est en train d'être instaurée à l'intérieur des clubs, que ce soit les catégories masculines comme les catégories féminines. Chaque club devra quand même avoir en son sein ne serait-ce que 2 entités, soit les U13 ou U17, ou tout simplement la réserve, ou aussi une équipe féminine. Ce sont des impositions de la CAF. Je crois que personne ne va déroger à cette obligation. D'accord, on va développer le sujet là un peu plus tard. Élection à la Fédération nigérienne de basketball, tout est fait prêt? Tout est fait prêt. Pendant que je préparais bien sûr ce dossier pour Sport FM, le secrétaire général du comité d'organisation a eu un entretien avec lui il y a quelques minutes de cela. Donc, l'Assemblée générale est reportée au 22 février, donc pratiquement une semaine après. Ça devait se tenir ce samedi, mais compte tenu des assises nationales qui doivent se dérouler, une parenthèse politique, qui doivent se dérouler pour déterminer le cahier de charges et le chronogramme de la transition. L'Assemblée générale a été reportée au samedi prochain. Et donc, déjà, ce qu'on peut dire, puisque les dossiers ont été bouclés, les candidatures ont été retenues. D'ailleurs, sur 22 dossiers envoyés à la commission, une candidature a été invalidée pour raison que le monsieur aurait déjà un autre rôle dans une autre structure, donc ne répondant pas bien sûr au statut et texte, il a été invalidé. Mais pour le reste, 19 dossiers ont été retenus pour ces assises qui vont enfin mettre vraiment fin à la léthargie qui dure depuis plusieurs années à la tête de cette fédération. Pour rappel, ça fait bientôt pratiquement 10 ans que l'équipe nationale en basket du Niger n'existe pas, parce qu'il y avait tous ces problèmes au niveau de la fédération. Le ministère était obligé de retirer la délégation de pouvoir pour permettre aux uns aux autres de s'organiser. Les problèmes ont continué. Récemment, le ministère a pris son courage à 2 mains pour remettre les choses à plat et demander la convocation des assises, ce qui a été fait au niveau régional avec l'installation des bureaux de ligue. Et cette fois-ci, l'information clé, il ne sera plus question d'un représentant par club ou d'un représentant par ligue comme délégué à l'Assemblée générale. Les joueurs peuvent voter et les joueurs voteront désormais. Donc nous attendons à cette Assemblée générale plus d'une centaine de votants pour une première. Pour ce qui est du poste de la présidence, une seule candidature. Et je crois que c'est bien parti pour avoir désormais un nouveau bureau à la tête, bien sûr, de la FENI Basket, la Fédération de basket du Niger. Merci beaucoup, Martin, pour cette exclusivité sur la radio qui mouille le maillot dans Équipe d'Afrique. L'Assemblée générale est reportée au 22 février. Et donc, les amoureux de la balle orange vont devoir attendre un peu avant de connaître le nouveau président de la Fédération nigérienne de basketball. Merci, Martin. Rendez-vous mardi prochain.
Voilà. Nous allons continuer, équipe d'Afrique, chers auditeurs, si vous nous rejoignez à l'instant même. Nous sommes bien ensemble jusqu'à 12h. GMT, ce programme, c'est chaque mardi. Entre 11h et 12h, nous faisons le tour de l'Afrique avec des confrères journalistes dans des pays. Les équipes qualifiées pour les quarts de finale des coupes interclubs de la Confédération africaine de football connaîtront bien sûr leur adversaire pour ces quarts de finale. Et nous retrouvons notre point focal en Égypte, Bernard Ajavon. Confédération africaine de football CAF a dévoilé la date du tirage au sort des quarts de finale de l'édition 2024-2025 de la Ligue des Champions CAF Total Énergie et de la Coupe de la Confédération CAF Total Énergie 2025. Cet événement se tiendra le jeudi 20 février 2025 à Doha au Qatar entre 14h et 15h GMT. Al-Ali et Pyramide FC d'Égypte, Al-Hilal du Soudan, AS FAR du Maroc, Espérance Sportive de Tunis, Mamelodi et Orlando Pirates d'Afrique du Sud et MC Alger sont les qualifiés pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions CAF. Pour la Coupe de la Confédération, les qualifiés sont Zamalek FC d'Égypte, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Al-Masri d'Égypte, CS Constantine d'Algérie, RS Berkane du Maroc, Simba SC de la Tanzanie, Stellenbosch FC d'Afrique du Sud et USM d'Alger. La Fédération algérienne a annoncé sa disponibilité pour accueillir le prochain championnat d'Afrique des moins de 18 ans et des moins de 20 ans prévu du 14 au 18 juillet 2025 au stade olympique d'Oran. Cette compétition va être couplée de plusieurs autres grands événements dont le congrès de la Confédération africaine d'athlétisme prévu du 11 au 13 juillet, ainsi qu'un meeting international d'athlétisme programmé pour le 28 du même mois. Pour l'heure, il est important de souligner que le comité d'Olympique algérien s'est engagé à améliorer encore plus ses infrastructures lors de la dernière visite de la Confédération africaine d'athlétisme afin de donner une image ou de présenter l'Algérie comme une destination sportive digne de ce nom en Afrique. Bernard Ajavon-Duquet pour l'équipe d'Afrique. Merci d'écouter la radio qui mouille le maillot chaque mardi entre 11h et 12h dans l'équipe d'Afrique. Le Bénin absent lors du dernier... de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Eh bien, les Guépards sont de retour à la phase finale de la CAN. Nous retrouvons au Bénin notre confrère Rivette Gansé qui nous fait un reportage sur le retour des Guépards à la CAN de football. 6 ans, c'est le temps qu'il a fallu aux Guépards du Bénin pour retrouver la Coupe d'Afrique des Nations, la plus grande messe du football africain. Après l'épopée mémorable de 2019 en Égypte, où ils avaient atteint les quarts de finale, les Guépards ont connu des moments difficiles, manquant les éditions de 2021-2023 au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le Bénin est de retour sur la scène continentale et tout un pays a célébré cette qualification tant attendue pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En 2021, la défaite face à la Sierra Leone avait sonné comme un coup dur pour les supporters. Puis en 2023, malgré leurs efforts, les Guépards sont restés figés à la 3e place de leur groupe, synonyme d'élimination. Mais en novembre dernier, le Bénin a su se relever. Lors de la dernière journée des qualifications face à la Libye, les Guépards ont décroché leur ticket pour la CAN 2025 en terminant 2e de leur groupe derrière le Grand Nigeria. Une victoire qui a suscité une vague de joie et de soulagement dans tout le pays. Du côté des joueurs, l'émotion est palpable. Steve Mounier, l'attaquant emblématique de l'équipe, n'a pas caché sa satisfaction après la qualification face à la Libye. C'est fantastique, on remercie le peuple béninois pour cet accueil, c'est fantastique. On est content d'offrir cette CAN à tout le peuple béninois. Le sélectionneur national Guénot Aurore a également exprimé sa fierté. Je pense à un projet
qui s'est réalisé. On était venu pour rajeunir l'équipe, pour avoir un groupe cohérent, un groupe conquérant aussi, et surtout solidaire. On a vu cette solidarité aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile. Dans les rues de Cotonou, Porto-Novo et Parakou, l'enthousiasme des supporters est contagieux. Pour les supporters, ce retour du Bénin à la CAN est bien plus qu'une simple qualification. C'est un symbole de résilience, de détermination et d'espoir. L'accouchement a été difficile, mais au finish, on a eu le bébé. C'est important. D'abord, nous devons saluer la bravoure de nos joueurs. Je suis très content. Les joueurs, ils ont été braves. Logés dans le groupe D en compagnie du Sénégal, de la RD Congo et du Botswana, les Guépards du Bénin auront fort à faire en décembre 2025, selon certains supporters. Le tirage au sort n'est pas mal pour le Bénin, c'est jouable pour nous. Tous les adversaires sont prenables. Le gros poisson, c'est le Sénégal avec des effectifs impressionnants. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la RDC qui a fait une campagne de qualification très convaincante. Et aussi le Botswana qu'on ne doit pas négliger car ils ont mérité leur qualification. C'est au coach de trouver un bon système de jeu adapté à l'effectif pour qu'on puisse se qualifier pour les huitièmes de finale parce que les équipes présentes dans la poule, dans notre groupe, ont un système de jeu défini. Il y a le Sénégal qui encaisse peu depuis plusieurs saisons maintenant, depuis plusieurs années et qui marque toujours presque à chaque match. De même pour la RDC récemment, lors de sa campagne de qualification, marque toujours dans ces matchs et encaisse peu de buts. J'ai suivi les tirages au sort de la CAN 2025 qui va commencer le 21 décembre prochain et j'ai été surpris de voir le groupe, le Bénin se retrouver dans un groupe très difficile, je pense selon moi, le Sénégal et la RDC Congo dans le pot 4, le Botswana, des équipes qui ont un certain caractère, des équipes de caractère qui aiment bien s'imposer avec de jeunes joueurs à chaque compétition, des joueurs qui aiment bien se surpasser, des joueurs qui ont à donner et le Bénin va devoir redoubler son effectif, chercher encore un renfort parce qu'avec ce qu'on a vu pour les qualifications, nous avons vu ces équipes-là se sont très bien affirmées. Alors que les Guépards préparent déjà leur campagne pour la CAN 2025, une chose est sûre, tout un pays sera derrière eux, prêt à vibrer au rythme des exploits de ses héros. Le Bénin est de retour et cette fois-ci, les Guépards comptent bien marquer l'histoire. Avec les Guépards du Bénin, allons plus vite. Le reportage de notre point focal Bénin Rivette Gansé-Chiou, le retour des Guépards à la CAN. Merci à Rivette Gansé. Nous allons visiter deux pays avant de se séparer. Mali, Ban Ibrahima est sur place. Bonjour. On va récupérer au Sénégal Boris Adakanou pour un événement spécial. Si je vous disais que Mike Tyson est actuellement à Dakar, est-ce que vous allez me croire? Et bien sûr, il est là, la légende vivante de la boxe est bel et bien à Dakar. Et Boris Adakanou nous dira la raison de la présence de ce monument à Dakar. Boris, bonjour. Tous les auditeurs de la radio qui m'ont le même. D'accord. Alors, je le disais, Mike Tyson est actuellement à Dakar. C'est vrai, n'est-ce pas? Iron Mike, the baddest man of the planet, est effectivement à Dakar depuis le vendredi dernier. Et l'ancien champion du monde des poids lourds en boxe anglaise a foulé les terres, en tout cas sénégalaises, pour un événement particulier. Il a été accueilli en grande pompe à l'aéroport Blaise Diagne de Diamniadio, l'aéroport situé à une 60aine de kilomètres de Dakar. Il a été expecté comme une véritable star mondiale jusqu'à Dakar où il va soutenir sa fille qui s'appelle tout simplement Boris. On est en train de perdre Boris à Dakar. Allô? Oui, Boris. Allô? Oui, vous êtes là, Boris. Continuez. Voilà, la connexion. J'ai du mal à vous saisir, mais bon, je vais me débrouiller. Donc, je disais, Mike Tyson est effectivement
au Sénégal avec sa fille Milan Tyson pour disputer un tournoi de tennis. Sa fille qui a choisi une autre discipline sportive autre que la boxe. Elle veut tout simplement s'imposer en faisant du tennis. Et donc, jusqu'au du 10 février dernier jusqu'au 22 février à l'Olympique Club de Dakar, Milan Tyson va disputer ou bien est en train de disputer le tournoi international junior de tennis, un tournoi qui est réservé aux jeunes joueurs, aux jeunes joueuses, ceux qui ou celles-là qui veulent tout simplement s'imposer dans la discipline. L'objectif, en tout cas, ce n'est pas de remporter un tournoi en tant que tel, mais c'est tout simplement de gagner des points pour facilement entrer dans les tableaux des fédérations internationales. Et cette compétition regroupe une trentaine de nationalités. Et donc, voilà, tout se passe bien. Mike Tyson est bel et bien là. Il a été aperçu dans divers coins ici de Dakar. Il a été aperçu dans de grands supermarchés ici. Il a été accueilli partout où il va. C'est la liesse populaire, c'est la joie et il est protégé comme cela se doit. Et voilà, c'est avec beaucoup de fierté quand même que les Sénégalais et les Sénégalaises accueillent une telle personnalité reconnue mondialement ici. On sait qu'il est là pour un tournoi de tennis, mais n'empêche, la Fédération sénégalaise de boxe peut en profiter, ne serait-ce que pour des échanges, des partenariats, sans oublier le MMA aussi qui commence par se développer. On parle de Reug, c'est l'occasion. Hein. Bah oui, effectivement, Mike Tyson ne va pas passer plus d'une semaine à Dakar sans rencontrer les autorités. Et donc, dans les il y a des manœuvres qui s'effectuent. Il y a beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal est devenu un territoire incontournable en Afrique où il y a beaucoup de grands événements qui se multiplient. Et donc, d'après les indiscrétions, Mike Tyson devrait revenir incessamment au Sénégal pour effectivement essayer de donner beaucoup plus en termes d'expérience aux jeunes boxeurs. Vous savez, la boxe n'est pas vraiment développée ici, mais comme vous l'avez si bien dit, il y a Reug qui est en train d'exporter en tout cas les combattants sénégalais dans le monde entier. Et parlant de MMA, il y a également la boxe qui, petit à petit, la fédération sénégalaise de boxe qui s'efforce tout simplement à élever le niveau de la boxe sénégalaise. Et avec Mike Tyson, et d'après les indiscrétions, il devrait revenir pour participer à des événements et donner en tout cas de l'expertise. Pour le moment, il est, soyons honnêtes, il est beaucoup plus tourné vers sa fille Milan qui le soutient beaucoup partout où Milan Tyson va. Son papa est derrière. Tout récemment, ils étaient en France et actuellement au Sénégal. Après cette visite, après le retour de Milan dans son pays, il y aura, on espère, retrouver le baddest man on the planet ici au Sénégal pour cette fois-ci distiller, partager tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a pu encaisser comme connaissance, comme expérience en boxe anglaise aux acteurs de la boxe sénégalaise. On sait que la boxe n'est pas très développée au Sénégal. Ils sont plus lutteurs que boxeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui cette envie de quitter la lutte pour la boxe ou encore le MMA quand on voit ce que Reug est en train de faire actuellement? Quitter la lutte pour le MMA, non, jamais. Ici, le Sénégal, la lutte reste le sport favori des Sénégalais, à part le football qui est voilà, sur notre... voilà, mais après le football, c'est la lutte traditionnelle et chaque fois qu'il y a une soirée où l'arène doit vibrer, c'est tout le Sénégal, c'est tout Dakar qui est en ébullition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui luttent pour faire comprendre au monde entier que les Sénégalais ne sont pas seulement en lutte, ils sont en MMA, en arts martiaux, et ils sont également bons en boxe anglaise. Il faut noter également que Reug de temps en temps monte
dans le ring pour faire parler sa force physique aussi au niveau de la boxe. Donc aujourd'hui, avec l'espoir de Red Bull récemment, qui est aujourd'hui le champion du monde One Championship, il y a beaucoup d'autres boxeurs, d'autres combattants MMA qui commencent pas à sortir la tête. On espère, on croit bien qu'il y aura beaucoup plus de boxeurs, beaucoup plus de combattants dans les années qui viendront. Mais voilà, la lutte ne baissera pas. D'accord, la lutte, c'est ça quoi, c'est la tradition, on ne peut jamais abandonner la lutte au Sénégal. Boris, grand merci. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de l'équipe d'Afrique. Je dis merci à toute l'équipe de ce mardi. Mise en onde, Olivier Koudjo, qui est réalisation et l'homme à devant derrière la caméra. Espoir Simfele, moi c'est Romo Yetor. Grand merci à Stéphane Bassalia Ouattara au Burkina Faso, Martin Radio au Niger, Ban Ibrahima au Mali. Vraiment désolé pour ce souci de connexion. Boris Adakano au Sénégal. Merci à Chris Noubouzan en Côte d'Ivoire, sans toutefois oublier la seule reine parmi nous. Il s'agit bien sûr de Aïssatou Diène au Sénégal, Guillaume au Cameroun, Rivel Gansé au Bénin. Également Bernard Ajavon, notre point focal au Caire en Égypte. Grand merci, chers auditeurs, vous qui restez toujours à l'écoute de la radio, qui mouille le maillot pour suivre ce programme chaque mardi. Vous voulez avoir des infos des autres pays, c'est ici que ça se passe dans Équipe d'Afrique. Rendez-vous mardi prochain. Au revoir.